Bienvenue Yasmine Zaki. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes militante associative et juriste. Exactement. Et femme. Et femme. Voilà, et femme. Avant toute chose. Avant tout femme. Justement, en tant que militante associative, juriste, mais avant tout femme, petit peu cette conjoncture de rentrée politique. Il y a un remaniement ministériel. On vous parle aussi de la mise en place d'une commission en charge de réfléchir au nouveau modèle de développement. Vous en pensez quoi, vous ? Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas ? Bien sûr que ça m'intéresse, étant donné que quand on parle de développement, on parle forcément la place de la femme au sein du développement et toute la stratégie qui peut être menée en ce sens. Donc forcément, ça m'intéresse en tant que femme d'abord et en tant que militante associative aussi. Remaniement ministériel, certes, mais toujours faut-il qu'il y ait une stratégie qui soit claire et pas uniquement remaniement ministériel comme on en a connu pendant ces derniers mandats. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas simplement le remplacement d'un ministre par un autre ministre, c'est une vision globale avec une stratégie derrière en termes de vision et d'action ? Exactement. Au fait, pendant la dernière législature, on a connu beaucoup de remaniements ministériels. Mais les seuls remaniements qu'on a connus, c'est le changement d'un nom par un autre nom et d'une personne par une autre personne. Mais par contre, on remarque que la stratégie qui a été menée derrière n'a pas vraiment changé et qu'il n'y a pas vraiment de politique allant dans le sens du développement et d'un réel changement et d'une réelle volonté de changer les choses. C'est-à-dire d'avoir des politiques qui fassent réellement de la politique, c'est-à-dire de la politique efficace. Exactement. C'est ce que vous voulez dire en fait. Exactement, de la politique efficace, qu'on puisse avoir des stratégies qui soient claires, qu'on puisse avoir des politiques publiques qui soient claires, qu'on puisse avoir, qu'on puisse un peu clarifier le champ et avoir des stratégies claires et nettes que l'on pourra suivre par la suite. Ça, pour vous, c'est important parce que pour l'efficacité, c'est-à-dire pour que les choses se remettent en marche dans notre pays ou surtout en tant que jeune militante aussi, parce que vous êtes jeune avant tout, oui. C'est se dire aussi, voilà, c'est aussi avoir la possibilité d'avoir un jeu politique, un échiquier politique qui soit aux standards un petit peu internationaux et qu'on puisse aussi être fier d'avoir du politique, des débats politiques et de l'efficacité politique. Oui, au fait, aujourd'hui, le seul souci qui se pose par rapport au champ politique, c'est qu'il n'y a pas assez de clarté et que le champ politique est assez vague et que quand on fait partie quand on est une personne lambda, si on veut dire, on ne comprend pas forcément ce qui se passe sur la scène politique, dans l'échiquier politique. Du coup, aujourd'hui, je pense que les choses devraient être beaucoup plus claires et avancer les choses telles qu'elles sont. Faire en sorte que la population puisse comprendre là où on veut aller, pour que aussi soit rétablie une certaine confiance, pour qu'il puisse y avoir un certain climat de confiance de la population face aux hommes et aux femmes politiques et face à tout ce qui peut se faire au sein de notre société. Le chef de l'État a fait un discours en juillet, un discours en août. Il a employé le terme de changement de modèle. Mais un changement de modèle déjà philosophique, c'est-à-dire passer de la médiocratie à la méritocratie. Oui. Pour vous, est-ce que, c'est important ? Et deux, est-ce que vous considérez qu'il y a des femmes et des hommes du secteur privé qui feraient bien de rejoindre un petit peu la responsabilité publique ? Ou alors vous dites, voilà, il faut laisser les politiques entre eux, entre partis politiques, et pas besoin d'avoir des technocrates, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Ou alors vous êtes plutôt favorable à ce qu'il y ait une espèce de mélange entre les deux ? Oui, justement, en parlant de discours, ça a beaucoup parlé de compétences, le chef de l'État a beaucoup parlé de compétences, de méritocratie, l'installation d'un nouveau modèle sur la scène politique ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de technocrates ou qu'on parle d'hommes politiques ou de femmes politiques, certes, il faut absolument qu'on puisse avoir des personnes qu'on puisse avoir la bonne personne au bon endroit, une personne qui puisse maîtriser aussi bien qu'elle puisse avoir un champ de vision par rapport, par exemple, au ministère qu'elle va avoir, qu'elle puisse avoir une possibilité de plaider pour le ministère, pour les politiques publiques qui vont être suivies, et aussi une personne qui puisse avoir une certaine
capacité de persuasion pour pouvoir aller de l'avant face au champ d'action qu'il a. Pour vous, il n'y a pas forcément. Est-ce que vous plaidez, vous, parce que vous avez parlé de plaider, est-ce que vous plaidez dans le fait qu'il y ait une équité homme-femme, ou alors vous dites peu importe je veux dire qu'il n'y ait pas le critère sexe, mais que ce soit le premier critère, ce soit l'efficacité et performance, ou alors équité homme-femme. La équité homme-femme, pour moi, c'est... Est-ce que c'est un gage de compétence et d'efficacité, de performance ? Au fait, équité homme-femme, ça va de soi. Moi, je pense que si on veut parler de Parlement, d'instances de décision, de ministères ou autres, il faut absolument qu'on puisse instaurer une certaine parité au sein de ces instances de décision, étant donné qu'au sein de la société, c'est moitié-moitié. Du coup, quand c'est même supérieur, même les femmes sont... Exactement. Il y a plus de femmes, je crois que c'est 53-47 d'ailleurs. Exactement, il y a beaucoup plus de femmes au niveau de la société que d'hommes. Mais pour vous, c'est vu la situation, la conjoncture dans laquelle on est, pour vous, il faut, quoi qu'il en soit, priorité l'équité et pas forcément la compétence ou les compétences. Parce que c'est un vrai sujet aussi. Quand vous êtes militante associative, militante femme, place de la femme dans la société, dans le nouveau modèle de développement. Je veux dire, est-ce que l'urgence c'est de refaire partir la machine économique, de redonner du sens aussi à un modèle social et sociétal. Et vous me dites d'abord l'équité et puis après Au fait, je trouve que c'est toujours malheureux de devoir parler de compétences uniquement quand il s'agit de parité et autres. Je ne pense pas que le fait de instaurer une certaine parité aux des instances de décision fera que nous aurons des femmes qui seront moins compétentes que certains hommes ou autres. Du coup, avoir des femmes au sein de certains ministères, instaurer une parité au sein des ministères ou au sein des instances de décision ne fait pas qu'on aura des femmes qui ne seront pas compétentes. Je pense qu'il y a autant de femmes compétentes que d'hommes compétents. Et étant donné qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui arrivent à certains postes, et même avant d'arriver à certains postes aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui réussissent leur bac, il y a beaucoup plus de femmes qui réussissent leurs études universitaires. Il y a de plus en plus de femmes qui sont responsables aussi de foyers. Exactement. Il y a 20% de femmes qui sont chefs de ménage. Donc ce sont des femmes qui sont des femmes leaders en quelque sorte. Et donc pourquoi forcément parler de compétences et de... Sans citer de nom, est-ce que les femmes qui étaient ministres ou secrétaires d'État dans le ministère, le gouvernement actuel, est-ce que pour vous elles sont inspirantes et exemplaires ou pas? Rien que les femmes. Rien que les femmes, ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes. Une dizaine dans le gouvernement actuel. Oui, mais comme ça dépend des hommes aussi. Ce n'est pas en fonction de leur statut ou de leur appartenance sociale ou en fonction de leur sexe que l'on va établir s'ils sont compétents ou pas, mais c'est en fonction de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont réalisé. Donc femmes, oui, mais quelles sont leurs réalisations? C'est en fonction de leurs réalisations qu'on pourra parler, pas de leur sexe. Efficacité, rentabilité politique. C'est ce qu'on dit pour les gens efficaces. Quand on est sur le modèle développement, vous avez dit il y a la place de la femme. Parce qu'on oublie parfois, parce que très souvent on dit réflexion sur le nouveau modèle de développement, très souvent on part sur la réflexion sur le modèle économique qui doit être revu et corrigé, mais on ne parle pas forcément de la place et de la part de la femme dans ce modèle de développement. Quelle serait pour vous la place qui devrait être accordée à la femme dans ce nouveau modèle de développement? Est-ce que c'est moteur à réaction sociétale? Est-ce que c'est plus de place, plus d'équité dans le public, dans les entreprises du secteur privé? On voit que les écarts de salaire sont conséquents, le taux d'activité des femmes est en baisse, d'ailleurs, il a dépassé péniblement les 20%. Donc voilà, c'est quoi les enjeux pour vous, mon nouveau modèle de développement et la place des femmes? Au fait, depuis le temps qu'on parle de développement et d'intégration de la femme dans le modèle de développement, je pense qu'on aurait dû passer certains caps aujourd'hui en 2019 et après être passé au troisième millénaire et autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut une réelle volonté politique pour que l'on puisse intégrer et pour que l'on puisse avoir une réelle place de la femme au sein du modèle de développement. Si aujourd'hui, on veut arriver à un stade où la femme participe amplement au développement, il faut des lois d'abord qui puissent... Pour vous, ça passe par la force de la loi, la puissance publique juridique. Forcément. C'est pas la société elle-même qui est capable de se prendre en main, de s'organiser et aussi donner la place à la femme
et savoir la place qu'elle mérite. Mais marche pas. ça dépend toujours. Je pense qu'on en avait parlé même l'an dernier en parlant de la loi sur la lutte contre les violences faites aux femmes. On va refaire un point de femmes. situation là-dessus un an après. Suite à la mise en vigueur de la loi sur les violences faites aux femmes, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait soit des lois qui puissent encourager certaines pratiques ou qui puissent mettre fin à certaines pratiques. Du coup, la force de la loi, elle a toujours participé à faire évoluer la société. Il faut une certaine évolution quant à la sensibilisation, la formation, la mise en place de certaines mesures, certes. La pédagogie aussi, parce que des fois on manque aussi de pédagogie. Donc, Exactement, mais la loi aussi est très importante dans le changement des mentalités. Justement, les changements de mentalité, Yasmine Zaki, j'ai une question très directe à vous poser, à savoir parce qu'on va parler aussi de ce qui est d'actualité, c'est-à-dire le débat autour des libertés individuelles, qui est un vrai sujet pour les hommes mais également pour les femmes, ou essentiellement pour les femmes d'ailleurs, ou je ne sais pas, pour les deux, le même pied d'égalité, voilà. Mais est-ce que pour vous, vous considérez que la femme marocaine, dans son ensemble, est-ce qu'elle est beaucoup plus conservatrice que progressiste? Parce que là, on est sur un enjeu, des revendications en matière de droits, liberté individuelle. Il y a la question de l'avortement, la pénalisation des relations sexuelles en mariage, tous ces sujets-là. Est-ce que la femme marocaine, elle est prête à prendre le lead là-dessus ou pas? Parce que je vous avoue que j'ai l'impression que la femme a du mal à se positionner par rapport à ces sujets-là. Avortement, oui, parce que voilà, un petit peu, on en voit des voix, le CNDH peut positionner là-dessus, la DFM, mais bon, on a l'impression que le leadership féminin sur ces questions-là, sur ces sujets-là, sur ces enjeux sociétaux, c'est difficile pour la femme d'émerger. Au fait, ce n'est pas que la femme qui est conservatrice au sein de la société marocaine, c'est toute une société qui est à majorité conservatrice. Ça va de soi. La femme l'est forcément et de manière très naturelle et automatique, étant donné que c'est toute une société qui l'est. Mais par contre, on peut voir émerger beaucoup de leaders femmes qui vont dans le sens d'appuyer les libertés individuelles, d'appuyer l'instauration de certaines lois ou autres. Après, quand on parle de femmes, est-ce que les femmes sont beaucoup plus conservatrices que les hommes, par exemple? Il y a pas très longtemps, je viens de lire un article où on a donné certaines statistiques par rapport, par exemple, au port du maillot de bain en plage. Oui. Et il y a eu beaucoup plus de femmes qui ont été réticentes face aux femmes portant un maillot de bain que les hommes. Par exemple, il y a eu 78% de femmes qui étaient contre le port du maillot de bain. À la plage. À la plage. En plein été. Et en plein été. Sous le soleil. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on doit en déduire? Quand on s'appelle Yasmine Zaki, qu'on est jeune citoyenne marocaine, engagée, militante, juriste, il est préférable de porter un aussi, burkini. je pense que vous avez des valeurs, vous, progressistes. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on se dit, écoutez, je vais aussi peut-être pas arrêter mon combat, mais en tout cas me dire, effectivement, l'écrasante majorité ne pense pas comme moi. Oui, mais après, pour pouvoir instaurer un changement, il faut commencer par soi-même. Mais dans une réflexion de modèle de société, valeurs, principes partagés, est-ce qu'on tient compte de la majorité ou de la minorité, selon vous? On tient compte de ce qui pourra être bénéfique pour la société. C'est quoi? C'est le maillot de bain, le bikini, ou c'est la combinaison globale? Mais c'est pas forcément ça. C'est à plus grande échelle, au fait. Mais quand on parle de maillot de bain, c'est un petit détail face à tout ce qui va. Et c'est un grand sac, au fait. C'est un fourre-tout, à peu près. Mais comment on fait pour arriver à mettre... comment on fait, à créer une alchimie entre tout ça? Et je passe sur l'histoire du feuilleton du short. Oui. Taroudane cet été. Oui, exactement. Donc comment on fait pour construire un modèle de société où la femme, ou les femmes en tout cas, arrivent à s'entendre sur un compromis? Au fait, ce n'est pas possible d'avoir une société qui va être d'accord, toute la société va être d'accord, ça ce n'est pas possible, ce n'est pas vraiment possible, et pas uniquement au Maroc, mais c'est un fait mondial. Mais par contre, ce qui peut être fait, c'est travailler sur la sensibilisation des gens, essayer de sensibiliser ces gens-là, essayer d'informer aussi, essayer de former, de renforcer les capacités, mais aussi essayer d'instaurer certaines lois, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis très intransigeante par rapport à ce point. Les lois... Ça, c'est votre côté juriste, votre formation et votre métier. Exactement, c'est mon côté carré un peu juriste. Mais est-ce qu'on peut instaurer une loi aussi pour légiférer sur le port du maillot de bain ou pas à la plage?
Ah non. Non, on est d'accord. Mais par contre, ce qui pourra être fait, c'est avoir moins de lois liberticides. Quand on a une loi liberticide, elle fait que déjà, on a toute une partie de la société qui va nous dire, mais oui, mais sauf que la loi, elle dit ça. Pour eux, s'il y a une loi, par exemple le code pénal qui parle d'atteinte aux mœurs et d'atteinte à la pudeur, ou de trouble à l'ordre public, exactement, ouais. Trouble à l'ordre public, pour eux, le port du maillot de bain pourra être une atteinte à la pudeur ou trouble à l'ordre public. On l'a vécu à Insgen bien avant, avec le port de la jupe et des filles qui ont été interpellées dans un marché, exactement. Ça a été considéré comme une atteinte à la pudeur et un trouble à l'ordre public, le port d'une jupe. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus préciser, apporter plus de précision dans les articles et les dispositions juridiques qui existent dans le code pénal, c'est exactement. Ça, pour éviter d'avoir une interprétation sociale et des une police comme ça des mœurs de la part des fois le citoyen, parce qu'il y a une c'était les citoyens lambda. Exactement. C'est dans ce sens-là qu'il faut travailler pour exactement. Parce que le Mohamed Ojah, le ministre actuel de la Justice, il disait la société elle est ultra conservatrice, donc c'est difficile aussi de moderniser ou en tout cas de revoir certaines dispositions juridiques. Est-ce que vous le comprenez quand il dit ça? Pas vraiment, dans le sens où les lois, au fait, elles subissent des évolutions en fonction de l'évolution de certaines de la société, pas uniquement de la société, mais dans un climat mondial et international. Aujourd'hui, on a ratifié certaines conventions. Aujourd'hui, on a adhéré à certaines conventions. Aujourd'hui, on est dans une perspective d'évolution, de suivi de toutes les normes internationales et des dispositions internationales. Je pense que l'on doit absolument faire évoluer les choses et faire évoluer cette société, faire que la société soit moins conservatrice. Déjà, en communiquant moins le discours conservateur, en faisant en sorte que le discours conservateur soit moins présent sur scène. Pour vous, le discours conservateur, c'est un discours populiste? C'est un discours irresponsable? C'est un discours qui va à l'encontre de l'intérêt général du pays? Ou pas? Oui, c'est un discours déjà qui ne fait pas la part des choses, qui va aller vers un modèle qui va beaucoup plus loin, qui ne va pas aller vers le progressisme, qui ne va pas aller vers l'évolution et qui ne va pas de l'avant. Et ce discours conservateur, c'est un discours qui est très présent aujourd'hui. Est-ce qu'il faut calibrer le discours populiste, conservateur, parce que vous l'avez dit le conservateur plutôt, ou vous regrettez et déplorez peut-être l'absence de force et de puissance en termes de tonalité du discours moderniste porté par des politiques? Parce que le discours moderniste, il y a très peu de voix VOX qui s'expriment et qui se l'approprient. Je pense au débat sur les libertés individuelles à la lumière de la jeune Hajar, ce qui est toujours en cours. Il y a très peu de formations politiques, par exemple, qui ont pris la parole. Il y a eu le PPS. Au nom à part le PPS. Oui. Voilà, avec une voix, de ce que vous dites, incarner ces valeurs de progrès et de modernité. Donc, parce que très souvent, on s'en prend à ceux qui ont un discours conservateur, mais eux, ils sont là, ils sont présents, ils s'expriment, et ceux qui sont censés avoir un discours teinté de modernité, je pense qu'il y a, ils sont beaucoup plus discrets, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a déjà la peur des représailles. Politique, exactement. D'accord. Sanctions. Exactement, exactement. Parce que la société est conservatrice. Exactement. Donc c'est purement électoraliste comme motivation. Exactement, tout à fait. Je pense qu'il y a une certaine peur des représailles par rapport aux élections principalement. Et donc comment pouvoir adopter un discours qui va être soft, si on veut, et tout en essayant de défendre certaines causes que l'on porte, et sans devoir pour autant heurter une certaine catégorie de la société qui va être notre électorat par la suite. Je pense que c'est très courageux de la part de certaines composantes politiques et de certains partis politiques, le fait de devoir porter haut et fort leurs valeurs et leurs principes en les clamant sans pour autant prendre une langue de bois ou autre. Et je pense que c'est dans ce sens que la plupart des partis politiques devraient aller. Et je pense que au lieu d'avoir des représailles qui seront suivies par une très grande catégorie qui s'est abstenue pendant très longtemps, aux élections. Exactement, et qui ne trouve pas un modèle progressiste
pour lequel et avec lequel ils pourront travailler par la suite. Avant de passer pour essayer de faire un point de situation, parce qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez là il y a un an. Oui. Un an, le 10 septembre 2018. Exactement. Et c'était l'application de la nouvelle loi pour lutter et en tout cas éradiquer la violence à l'égard des femmes. Oui. Mais avant cela, juste sur deux petites questions sur la pénaliser ou dépénaliser les relations sexuelles en mariage. Vous, en tant que jeune citoyenne, militante, pour ou contre? Pour, à 300%. Pour dépénaliser les relations sexuelles en dans le cadre du mariage. Et pour l'avortement? Parce qu'il y a un projet de loi certainement qui va être débattu au Parlement à la rentrée. Tout autant. Tout autant? Oui. Voilà, donc... Je pense que c'est un droit, au fait. Par rapport à l'avortement, par exemple, je suis pour à 300%, étant donné que c'est un droit de la femme de pouvoir disposer de son corps et de pouvoir prendre une décision. Mais il y a le droit aussi à la vie qui doit être respecté aussi selon des voix aussi qui s'expriment là-dessus. Droit de la femme et droit à la femme, ok. Mais il y a avant tout, la suprématie, c'est le droit à la vie. Je pense pas qu'on parle de droit à la vie, par exemple, quand on parle de... c'est les mêmes personnes qui parlent de droit à la vie pour l'avortement, mais qui ne parlent pas de droit à la vie pour la condamnation à mort de certaines personnes. Donc, je pense que c'est un discours qui est un C'est deux poids, deux mesures pour vous? Exactement. Ce sont deux points qui sont un tout petit peu aux antipodes l'un et l'autre. Et donc, pour le droit à la vie quand il s'agit de l'avortement et contre le droit à la vie quand il s'agit de la peine de mort. Je pense que c'est très contradictoire. Donc là, ça, c'est la juriste. Et la dépénalisation des relations sexuelles hors mariage? Je pense que ça va dans le cadre des libertés individuelles. Est-ce que ça doit se faire? J'ai compris que vous êtes pour la dépénalisation. Tout à fait. Est-ce que pour vous, il faut y aller, parce que c'est un terme à la mode, il faut qu'il y ait une vraie rupture? Ou alors on laisse aussi, on y va progressivement et graduellement? Mais je pense qu'il faut une vraie rupture. C'est-à-dire qu'on décide du jour au lendemain. Exactement. Comme lorsqu'on a décidé de retirer les fiches de police aux aéroports, aux ports, et la même chose pour vous? Tout à fait, c'est exactement la même chose pour moi. En courant le risque d'avoir un impact sur la société, d'avoir des gens qui disent mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça va être le désordre, ça va être ci, ça va être là, et qui rejettent ce genre de décision. Je pense que le Maroc aurait dû faire ça il y a très très longtemps, déjà en ratifiant plusieurs conventions internationales et déjà en 2011 en mettant sur la Constitution qu'il y a la primauté des conventions internationales, qu'il y a certaines libertés et droits qui devront être respectés ou autres. Aux côtés des conventions nationales. Bien sûr, voilà. Et tout en prenant en considération la primauté des conventions internationales sur les lois nationales et sur les législations nationales. Du coup, je pense que c'est un pas qui devait être fait il y a très très longtemps. Il y a certaines choses qui devaient être faites il y a très très longtemps. Par exemple, tout ce qui a attrait aux libertés individuelles en allant de la liberté de conscience jusqu'à... Toutes les libertés, en tout cas, dites fondamentales par les textes internationaux. Exactement. Yasmine Zaki, sur cette fameuse loi 103-13. Oui. Depuis un an, parce que c'est bien, parce que quand on se dit médias responsables et autres, c'est de faire le suivi aussi. Tout à fait. De toutes ces choses-là. Donc, c'est-à-dire, voilà, de recevoir Yasmine Zaki aussi, c'est aussi pour l'entendre, pour revenir un petit peu sur l'application de cette loi, parce que vous étiez là lorsqu'elle a été promulguée. Tout à fait. Donc un an après, ça a bougé, ça n'a pas bougé, ça avance, ça stagne, ça régresse. Un an après, ce qui peut être dit, c'est que ça a été un gros apport par rapport à certaines femmes qui osent aujourd'hui et qui peuvent aujourd'hui porter plainte par rapport à certaines violences. Il y en a de plus en plus, exactement, il y en a de plus en plus. Parce qu'elles étaient peu nombreuses avant. Ce chiffre de 3-4% avant, aller déposer plainte, aller dans un commissariat de police pour se plaindre de violences conjugales. Tout à fait. Il y a le commissariat de police, il y a aussi une cellule qui est chargée de ça au niveau du tribunal, qui prend en charge les femmes victimes de violences, mais aussi les enfants victimes de violences. Ça s'est structuré en un an. Ça s'est structuré, exactement. Toutefois, il y a toujours le problème des moyens de preuve qui se posent. C'est-à-dire que... un hématome visible sur le visage, par exemple. Un hématome visible, toujours faut-il... C'est pas une preuve suffisante? Toujours faut-il prouver que c'est telle ou telle personne qui a commis cet acte de violence. Et nous savons tous qu'il est beaucoup plus difficile de prouver quoi que ce soit quand on est à l'intérieur d'une maison, cloîtrée entre quatre murs, plutôt que quand on est à la rue. Donc c'est là où aujourd'hui ça bloque encore. Ça bloque encore. Il y a aussi le souci de l'incrimination des viols conjugaux. Aujourd'hui, le viol conjugal n'est toujours pas reconnu comme étant un viol et comme étant un acte de violence. Ça pose problème par rapport à... Tout ça aussi parce que c'est difficile à prouver?
Non, mais juste parce que ce n'est pas du tout pris en considération par la loi. D'accord. Le viol conjugal n'est pas reconnu comme étant un acte de violence ou un viol. Ce n'est pas un crime. Donc même dans cette nouvelle loi, 103.13, ça n'a pas été pris en compte du tout. Malgré le fait que vous aviez revendiqué, milité, je me souviens avec la DFM et différentes organisations féminines. Exactement. Il y a plus de 30 ans que les organisations féminines et féministes militent pour que ça soit pris en considération, pour que certaines dispositions aussi soient intégrées au sein de la loi 103.13. Mais aujourd'hui, il subsiste encore certaines lacunes. Pourquoi, selon vous ? Pourquoi le viol conjugal n'est toujours pas pénalisé, criminalisé au niveau du code pénal, y compris, il n'a pas été adossé à cette nouvelle loi 103.13 qui a été promulguée en septembre 2018. Est-ce que c'est aussi la conséquence ou la résultante d'une forme de conservatisme ? Tout à fait. C'est ça ? Tout à fait. C'est du pur conservatisme ? C'est du pur conservatisme. Ça a aussi attrait un peu à la religion, à une vision qui est très religieuse de la chose. C'est-à-dire à partir du moment où un homme et une femme sont mariés, c'est une obligation pour la femme. Donc prouver ou rentrer dans des histoires de il m'a violé, donc viol conjugal, c'est la société. Il y a toujours un refus par rapport à ça, et ça fait partie de certaines obligations qu'a la femme mariée, qu'elle doit. C'est très carré, et ça fait partie des obligations au sein d'une institution du mariage. D'accord. Et ça bouge pas, ou ça va bouger? J'espère en tout cas. Un an après cette loi 103.13, est-ce que maybe la phase d'après, c'est d'aller aussi sur avancer sur le fait qu'une femme qui a déjà été agressée, violentée, qui doit en plus prouver qu'elle a été violentée et agressée, voilà, ça me paraît, c'est une double sanction. Et le fait que la question du viol conjugal, je ne sais pas s'il est très développé chez nous. Est-ce qu'on a des chiffres aussi là-dessus? Le problème qui se pose, c'est que très rares sont les femmes qui osent parler de viol conjugal, et très rares sont les femmes qui sont conscientes du fait qu'il existe ce qu'on peut appeler un viol conjugal. C'est qu'on peut être violé par son mari. Exactement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'États qui ont reconnu le viol conjugal, et en France, dans les pays nordiques ou autres, mais aujourd'hui au Maroc, nous sommes un peu très... je dirais pas réticent, mais il y a un certain conservatisme qui subsiste et qui fait que certaines notions ne sont toujours pas acceptées ni par la société, ni par les personnes qui vont prendre les décisions par rapport à ça. Est-ce qu'un an après, Yasmine Zaki, après la promulgation de cette loi de lutte contre la violence faite aux femmes, il y a moins... Est-ce qu'on a des chiffres, des stats, des tendances en tout cas, qui disent voilà, il y a eu moins d'actes de violence depuis la promulgation de la loi ou pas? Est-ce qu'on sait? Ce qui peut être dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes qui vont aller déposer plainte par rapport à ça, et aussi qui ont pris conscience. Il y a des condamnations, à des amendes, à de la prison. Exactement, voilà. Exactement. Est-ce que ça a été dissuasif ou pas en fait? Ça a été dissuasif, certes. Seulement aujourd'hui, les dernières statistiques qu'on a par rapport aux violences faites aux femmes, c'est des statistiques qui datent de 2009 ou 2010, c'est-à-dire 62% des femmes sont victimes de violences au Maroc. Ça, c'était des statistiques qui ont déjà 10 ans en fait. Exactement. Du coup, aujourd'hui, pour pouvoir parler de statistiques qui sont claires et nettes par rapport à la situation... surtout pour mesurer l'impact de cette nouvelle loi en fait. Exactement. On n'a pas vraiment de statistiques, mais ce qui peut être dit, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont aller déposer plainte quant aux violences qu'elles ont subies. Il y a de moins en moins d'hommes qui vont aussi pratiquer ce genre de violence, étant donné qu'il y a eu une très très grande campagne qui a été faite avec la sortie de la loi. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, nous avons toujours certaines personnes qui gardent la même vision des choses, et pas plus tard qu'il y a, je pense, quelques semaines... cet individu... Une personne sur un média. Exactement, qui s'est permise de dire que un homme peut faire ce qu'il veut de sa femme, et y compris la violenter ou même la tuer, et en avançant que pendant une période, il a pu tromper la police espagnole ou autre par rapport à certains actes de violence qu'il a commis. Du coup, il y a certaines personnes avec certaines mentalités, avec un certain conservatisme, qui font que les choses sont difficiles aussi à instaurer. En l'occurrence, il vient du monde de la culture et de l'art. Tout à fait. C'est ça qui m'a un peu interpellé, non? C'est pas...
Si, c'est la même personne, c'est exactement oui, la mais même voilà, personne. donc, je veux dire, ils viennent de la culture. Donc Ouais. la culture, je me dis, Après, la moi, culture, c'est un monde ouvert, c'est un monde Il y tolérant. a culture et culture aussi. Donc, Hein, il y a la culture et la culture. Exactement, L'inculture. exactement. Donc on l'a bien compris, Yasmine Zaki, vous fondez beaucoup d'espoir aussi, nouveau modèle de développement, la place de la femme, l'équité dans ce remaniement ministériel, et d'aller un peu plus, d'être beaucoup plus ambitieux aussi, et d'aller un peu plus loin sur la nouvelle loi, sur cette loi qui a été promulguée, 103-13 l'an dernier. Tout à fait. Je La pense violence. qu'il faut absolument un suivi qui doit être fait et par les instances de décision, mais aussi par la société civile. Au fait, Essentiel, la société civile, c'est exactement. plus que la dynamo. Il faut qu'on intègre la société civile dans le suivi de cette loi et aussi lui permettre de donner des recommandations par rapport aux avancées qui pourront être faites quant à cette loi et aussi par rapport aux changements éventuels. Parce que, étant donné que c'est une loi qui est présente, certes, qui a pu apporter certaines avancées, mais qui comporte beaucoup de lacunes, notamment le fait qu'une femme doive absolument porter plainte pour que le cas de violence soit pris en considération. Il n'y a pas de poursuite directe de la part du parquet, donc il y a beaucoup de choses qui pourront être faites. En tout cas, il n'y a pas. On parlait d'efficacité politique tout à l'heure, Oui. d'efficacité économique. Oui. Également, il y a aussi de l'efficacité juridique. Tout à fait. Le tout n'est pas de formuler des lois, les faire voter, mais c'est aussi mesurer leur efficacité sur le terrain. Tout à fait, exactement. Merci en tout cas à vous. Merci à vous. Yasmine Zaki. Merci. Je vous dis pas rendez-vous l'an prochain parce que c'était eu le 10 septembre dernier. Aujourd'hui, Tout voilà, à fait. c'est le 18. Mais en tout cas, une fois de plus, merci à vous. Merci à vous. Donc, je rappelle que vous êtes militante associative et juriste, une combattante Combattante. pour les droits. Invétérée. Voilà, invétérée. Oui. Et Eternam. Oui. Eternam, voilà. Mais en tout cas, merci à vous. Et c'est bien d'avoir aussi des femmes et des femmes engagées, y compris dans la séquence dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je tenais aussi à vous recevoir et vous avoir en débat. Merci à vous, en tout cas Merci à Yasmine vous. Zaki, et je vous souhaite une belle journée. Merci à vous aussi.